Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une backdoor qui a été déployée dans une librairie open source qui est largement utilisée sur des serveurs SSH. Pour discuter de ce sujet, les contributeurs No Limit Sécu sont Christophe Renard. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et Marc-Antoine Leduc. Bonjour. Alors Nicolas, qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois qu'on peut dire qu'on n'est pas passé loin du Big One cette fois-ci, puisque ça fait 2 ans en fait qu'un mainteneur de projets open source extrêmement utilisé, à savoir XZUtil, qui est un format de compression, travaille activement à backdoorer son système et à le pousser dans toutes les distributions Linux majeures. Et ce système est entre autres une dépendance de SSH, mais aussi de plein d'autres composants. Alors, quand je dis une personne, c'est juste parce que c'est le nom d'un compte GitHub, mais en fait, on n'a aucune idée à l'heure actuelle si c'est un individu, si c'est un État, si c'est une mafia, si c'est... voilà. Au niveau attribution, pour l'instant, il n'y a absolument rien. Quelles ont été les différentes étapes de ce déploiement ? Alors en fait, il y a quasiment 3 ans, donc en 2021, il y a un compte qui a été créé sur GitHub qui s'appelait JAT75, donc un nom JATAN, et cette personne a commencé à faire des espèces de commits ou correctifs peu pertinents sur donc la bibliothèque XZ. En parallèle, le principal mainteneur de cette bibliothèque a publié sur différents médias le fait qu'en gros il en avait marre, il n'en pouvait plus, il était tout seul, il cherchait quelqu'un un peu pour reprendre, et donc cette personne a pas mal insisté pour reprendre, a essayé de faire des commits, et la plupart des commits n'étaient pas des trucs très importants, c'était par exemple des jeux de test, des choses comme ça, enfin c'était pas la révolution. Et il y a un moment en particulier, alors je regarde, j'ai plus la date exacte, mais où il avait fait des modifications, c'était en 2022, qui n'avaient pas encore été prises en compte, et là comme par magie, il y a un autre compte venu de nulle part qui s'est créé et qui a commencé à poster en disant ouais, ce serait bien d'inclure les publications de cette personne, ça fait déjà 1 mois que ça a été demandé, c'est toujours pas mis en place, c'est toujours pas intégré, voilà, enfin c'est assez désagréable pour essayer de mettre la pression sur le développeur principal. Et bon, au final, ça a été intégré. Et en 2023, le JAT75 est devenu le contact principal de la bibliothèque. Il est vraiment devenu mainteneur. Il a même changé le contact en mettant le sien dans les informations de la bibliothèque. Et après, donc bon, entre guillemets, ça c'était les comportements normaux. Et cette année, en 2024, en février, il a commencé à faire des commits en ajoutant des faux tests, des faux fichiers de tests, parce qu'en fait, avec la bibliothèque arrivent des fichiers de tests compressés qui sont volontairement corrompus, juste pour valider que la librairie marche bien. Et en fait, il a ajouté des faux fichiers de tests faussement corrompus, qui en fait n'étaient pas corrompus, mais il y avait des modifications dans les en-têtes. Et ensuite, en mars, là, il a publié sa porte dérobée qui permettait justement d'exploiter ces fichiers faussement corrompus et ensuite d'injecter la porte dérobée dans ce qu'on vient de dire juste avant, tout ce qui était SSH. Est-ce que tu peux détailler dans quoi tourne la porte dérobée et comment elle est appelée par SSH ? Alors, détailler, pas tout à fait, mais en gros, ça utilise une fonctionnalité d'authentification enfin, ça contourne l'authentification des SSH dans un cas particulier qui est l'utilisation des courbes elliptiques ED448, qui est pas très très utilisé. Et en gros, si tu essaies de t'authentifier avec cette courbe elliptique en particulier, dans ce cas-là, tu peux, entre guillemets, trigger, activer la porte dérobée avec une clé codée en dur dans la porte dérobée, justement, qui est intégrée ensuite dans SSH. Donc ça permet tout simplement d'avoir une porte d'entrée gratuite et ouverte sur SSH. En fait, la vraie question, peut-être pour beaucoup de gens, c'est comment ça se fait que backdoorer liblzma dans un projet XZ, ça permet d'activer du code dans OpenSSH. Techniquement, en fait, c'est un stunt assez intéressant. Et il y a un client sur GitHub qu'Anthony Wims a publié pour justement pouvoir déclencher la backdoor à distance. En fait, simplement, tu présentes des commandes dans ta clé d'authentification et à ce moment-là, SSH la backdoor injectée va parser ces commandes et les exécuter directement sans que tu sois authentifié sur le système. C'est vraiment dans la phase de pré-auth. Et ce qui est intéressant à ce stade, c'est qu'en fait, c'est un blob binaire qui était contenu dans un jeu de test pour du fuzzing, donc un bloc qui était potentiellement totalement aléatoire, mais qui en fait contient la backdoor en assembleur qui va se retrouver exécutée dans le projet SSH.
Et du coup, cette backdoor va commencer à résoudre les symboles SSH, rechercher les fonctions qui font du décodage de clés, qui vont les hooker, etc. Et c'est à cause de ça que la backdoor a été détectée, parce qu'un développeur s'est rendu compte que SSH mettait 800 millisecondes à démarrer sur sa machine au lieu de 300, et il trouvait pas ça normal, il voulait optimiser le processus, et c'est comme ça qu'il s'est rendu compte qu'il y avait ce bout de code binaire sorti de nulle part qui commençait à résoudre tous les symboles du processus et qui ajoutait une latence énorme. C'était un ingénieur de chez Microsoft, effectivement, qui sur des tests a détecté ça. Et heureusement, parce que là où tu disais au tout début, on est passé pas très loin de la catastrophe, c'est que cette porte dérobée est restée déployée sur des versions non stables, donc unstable, expérimentales, etc. de Debian. Mais si jamais c'était passé en stable, et donc c'était diffusé partout, là ça aurait été la catastrophe. Ce qui est intéressant, c'est que la cible dans laquelle ça fonctionne, c'est seulement les cas où OpenSSH est linké sur libsystemd, qui est une modification faite par les distribs Linux, c'est pas la version standard d'OpenSSH, de manière à faire interagir OpenSSH avec systemd, et que libsystemd elle-même dépend de liblzdma, donc la lib qui a été piégée, et donc en fait le OpenSSH piégé, c'est le OpenSSH patché pour charger libsystemd, et donc si on regarde les sources d'OpenSSH, il n'y a rien. Si on regarde libsystemd, il y a une dépendance sur liblzdma, et c'est juste dans liblzdma qu'il y a une modification qui est faite, mais elle n'est pas faite dans les sources de liblzdma, elle est faite au moment où les distribs vont piéger liblzdma, et même pas à partir des sources du projet GitHub, mais à partir de l'archive mise à disposition par le développeur pour que les distribs Linux le build. Donc si on regarde le GitHub de chacun des projets, il n'y a rien. Il y a des jeux d'essai un peu bizarres, mais comme tu le disais, voilà, des jeux d'essai de fichiers chelous pour tester de la compression. Alors en plus, il faut être honnête, hein, les libs de décompression, ça fait partie des codes les plus horribles à regarder, parce qu'ils font plein d'astuces magiques pour transformer des bits en bytes, quoi. Et donc des fichiers de test, des fonctions de vérification d'intégrité, c'est toujours des trucs obscurs. Dans certains projets, ils les build automatiquement. Là, le mainteneur avait quand même dit explicitement: non mais cherchez pas à les reconstruire, je les ai construits à la main avec un éditeur hexadécimal octet par octet, quoi. Et c'est au moment où on fait le build à partir de l'archive de build, donc à partir du fichier targz mis à disposition des distribs, qu'on va avoir ce fichier M4 qui est utilisé dans MacMaker, donc aussi un système de build bien antique et bien obscur à base de bash qui appelle du bash, qui appelle du awk, qui appelle des trucs, du set dans tous les sens, qui va aller récupérer le contenu des fichiers binaires et l'injecter dans la construction de la lib elle-même. Donc il y a vraiment il y a trois branches de sophistication intéressantes. Il y a toute l'approche ingénierie sociale qui, c'est pas très original, mais c'est vraiment une approche d'exploitation des faiblesses psychologiques ou de la disponibilité du mainteneur sur lequel on va bien appuyer avec des faux tiers ou des vrais tiers, j'en sais rien, pour pouvoir prendre la main sur le projet. Il y a le déploiement dans le système de build de quelque chose de relativement discret, et il y a l'intégration de cette backdoor finale que vous avez un peu décrite pour qu'elle soit utilisable depuis OpenSSH quand ça va être déployé dans la nature. Et ces trois branches-là, ce qui est intéressant, c'est des compétences un peu différentes aussi. Donc si c'est une seule personne, c'est quelqu'un qui est un vrai obsessionnel. Ou plus vraisemblablement, c'est une équipe avec des compétences un petit peu variées. Ce qui est vraiment fourbe, comme tu disais, c'est qu'il n'y a rien dans les codes sources. C'est uniquement dans les scripts de construction des paquets et donc de déploiement. Et en fait, ça m'a rappelé une histoire d'il y a quelques années, en 2021, c'était CodeCov qui a vu exactement la même chose, où il y avait une porte dérobée qui avait été injectée dans les scripts de déploiement, je crois, avec une commande, un curl et ensuite une exécution de code. Et le problème, c'est qu'en général, quand tu as des outils d'analyse de code, ils analysent le code et pas les scripts de déploiement, pas les macros pour les constructions des paquets. Donc c'est assez pernicieux. Il y a eu des tentatives de backdoor antérieures. Enfin, il y avait une université américaine, par exemple, qui avait demandé à ses étudiants en projet de backdoorer le noyau Linux. Du Minnesota, mais même déjà. Pareil, c'était en 2020-2021, je crois. Et ils ont fait un papier là-dessus, qui a été très, 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 très mal reçu par les développeurs core de Linux, qui ont décidé de bannir tous les comptes de toute l'université, de tous les projets. Mais il y a une autre tentative. En 2011, déjà, il y avait une tentative dans VSFTPD
où en fait je crois que c'était un égal 0 qui était devenu un égal 0 ou un truc comme ça. Enfin, je me souviens plus exactement de l'affaire parce que ça remonte. Mais ce que je veux dire, c'est que les backdoors dans les projets open source, des tentatives de backdoor, ça existe depuis longtemps. Oui. Par contre, le niveau de détermination et de sophistication de cette attaque, là, c'est pas une université, quoi. C'est pas des gens qui veulent faire un papier à la fin. C'est des gens qui passent 2 ou 3 ans à investir des ressources pour gangréner de l'intérieur tout l'écosystème de manière subtile et lente, quoi. Donc, c'est ça qui est très inquiétant. Après, si on imagine, il y a vraiment deux façons d'imaginer le truc. C'est soit c'est quelqu'un tout seul qui est obsessionnel, qui a passé beaucoup de temps. Si c'est une équipe, on peut imaginer qu'ils n'ont pas forcément ciblé un seul projet et qu'ils avaient 2 heures par jour dans leur semaine de travail dédiées à libxz et peut-être d'autres heures à utiliser à autre chose. Hein. Oui, parce que là, Marc-Antoine, tu voulais réagir ? Oui, parce que techniquement, bien sûr, je ne commande pas ce que vous dites, hein, j'en suis bien incapable, mais ce que j'arrive pas à comprendre, même en vous écoutant attentivement, c'est l'ampleur du risque pris. Parce que Nico, tu dis au début, on est passé pas loin du Big One, et de ce que j'ai lu moi, c'est que la porte dérobée, la backdoor, serait limitée aux versions, je cite, unstable et testing. Je ne sais pas ce que ça veut dire, bien sûr, mais je comprends pas. Soit c'est des trucs qui sont là sur des versions qui sont jamais déployées, ou on l'a découvert avant que ce soit répandu sur l'ensemble des projets SSH. C'est ça, c'est ta dernière phrase, c'est que en gros, la plupart des distributions, elles démarrent par tester des libres, enfin tous les changements sur des unstable, testing, expérimental, etc. Si tu veux, toi, tu y as accès, donc tu peux toi-même récupérer ces versions-là. C'est pas recommandé parce que le nom unstable, je pense qu'il est suffisamment parlant. Mais une fois que tout est testé, stable, etc., ça part en version stable et c'est déployé partout. Donc en gros, c'est comme si, moi je me suis fichette à la maison. Il y a plein de marques de construction de portes et de clés. C'est comme si cette marque-là, quelqu'un possédait la clé pour rentrer dans toutes les maisons qui ont une porte et une serrure de cette marque-là. Donc ouais, ça aurait été assez catastrophique parce que soit cette personne, soit ce groupe, on ne sait pas qui est derrière, mais aurait pu accéder à quand même beaucoup de systèmes d'exploitation à la condition effectivement d'avoir un système D, SSH, etc. et d'exposer SSH sur Internet. Mais il y a quand même beaucoup quand même. J'aimerais bien qu'on revienne sur la remarque de Christophe qui indique que c'est peut-être une équipe qui a impacté d'autres projets. Alors comment on fait pour trouver ces autres projets ? Pour répondre à ta question, Johan, on peut pas. Alors après, les gens ont commencé à regarder un petit peu l'historique de commit du fameux compte Jiatang, qui avait, je crois, tenté aussi de committer dans quelques autres projets, j'ai plus les noms en tête. Mais après, les gens ont commencé globalement à paniquer sur l'écosystème. Et par exemple, je sais pas, un truc qui n'a rien à voir, mais je sais pas si tu connais Polyfill, par exemple, qui est une librairie qui permet d'ajouter des API dans des navigateurs qui ne disposent pas encore de la dernière version de l'API. Polyfill, par exemple, c'est un projet open source qui, aujourd'hui, a été racheté par une entreprise chinoise totalement inconnue qui a changé de CDN et qui sert du JavaScript à beaucoup de sites web majeurs. Donc, en fait, quand tu commences à t'inquiéter de l'état de santé de l'écosystème open source, tu découvres que, il y a beaucoup de trucs qui sont pas très clairs. Le gars de F-Droid, donc ça n'a rien à voir, puisque là, si on parle de téléphone portable, dit qu'il a eu aussi le même genre de pression il y a quelques années pour insérer des librairies et du code dans son système. Donc aujourd'hui, il est trop tôt pour dire quels sont les autres projets qui pourraient être impactés, mais tout le monde est en train de regarder et il est peu probable qu'il y ait qu'une seule personne ou qu'un seul groupe qui a eu l'idée de backdoorer de l'open source. La première contribution de Jiatan, c'était sur libarchive et ça introduisait un bug qui était exploitable, qui a été corrigé, ça n'a jamais été déployé et ça a été vu comme un bug à l'époque. En fait, c'est pas que le logiciel open source, c'est-à-dire combien il y a d'entreprises qui sont capables de savoir qui sont tous les contributeurs de code à leur base. Alors d'abord, la plupart des bases de code, qu'elles soient privées ou qu'elles soient libres, elles incluent des dépendances qui sont devenues assez colossales. Et la maîtrise des dépendances et la limitation des dépendances, c'est un point important. Mais il y a la maîtrise des personnes, il y a des chaînes de sous-traitance dans le développement. Il y a eu l'année dernière des développeurs bizarres qui ont été identifiés comme étant probablement nord-coréens, qui se présentaient pour faire du travail à distance, pour faire du développement sur plein de projets, avec de l'usurpation d'identité, en se faisant passer pour des Américains, dont on n'a jamais trop su si c'était juste pour récupérer l'argent du développement, pour pouvoir backdoorer les projets.
les chaînes de sous-traitance, est-ce que le sous-traitant il est piraté? Est-ce que le sous-traitant resous-traite derrière? Est-ce que les méga usines à code qui peuvent être, typiquement il y en a en Inde ou il y en a eu pas mal en Chine aussi, est-ce qu'on connaît les gens qui sont les contributeurs? Le problème global, c'est la confiance dans des éléments de code. Il y a plein de mesures préventive et a posteriori dans l'architecture du code et des systèmes qui peuvent contribuer à leur sécurité, mais il faut réaliser que la complexité des systèmes actuels, les interdépendances et les chaînes de dépendance de briques techniques sont telles que pouvoir s'assurer qu'il n'y ait aucune backdoor dans un système, c'est devenu très 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 compliqué. Ouais, le moindre projet Java ou Node.js inclut tellement de dépendances et de librairies, c'est plusieurs centaines voire milliers, ou même JavaScript, c'est vraiment compliqué. Et tu peux pas te permettre d'auditer manuellement des milliers de dépendances. Tu peux passer tes scripts classiques de sécurité et tout, mais si c'est même pas dans le code, si c'est caché ailleurs. Dans la prévention, tu peux faire. Alors il y a quand même beaucoup de travaux sur des builds reproductibles, c'est-à-dire qu'être capable de reconstruire à chaque fois avec la même chaîne de compilation des binaires qui soient toujours les mêmes. Déjà, donc ça permet de se prémunir de piégeage. Ça permet de générer des signatures à un moment, et puis si la chaîne de build a un problème, de s'assurer que ça n'a pas été modifié. Il y a des gros travaux, et là c'est une hypothèse qui a été émise aussi, c'est qu'il y a des travaux dans toutes les chaînes d'intégration Debian pour faire un peu le ménage sur les processus de construction, et c'est peut-être ça qui a poussé l'attaquant à déployer sa version actuelle de la backdoor qui était un peu bâclée et qui avait les problèmes de performance, et alors qu'il y avait quasiment 2 ans de préparation, il n'est pas exclu que en fait il ait pris moins de temps qu'il n'aurait eu besoin, dont il n'aurait eu besoin pour déployer la backdoor, parce qu'il y a des travaux, que ce soit dans le monde Red Hat, Fedora, etc., ou dans le monde Debian, il y a des vrais travaux sur sécuriser cette chaîne de construction, sur avoir des choses qui soient reproductibles, des choses qui soient vérifiables, et puis il y a effectivement la question de la confiance, la question de la réputation, qui sont des vraies questions, et il y a tout ce qui fait plaisir à tous les CISO et RSSI aujourd'hui, hein, tout ce qui est la supply chain et les SBOM et les vérifications des composants, tôt ou tard, les législateurs de tout pays vont légiférer et imposer à chacun d'être capable de donner ce genre de choses, et ce sera de mon point de vue une bonne chose, mais on verra bien. Mais dans l'immédiat, dès qu'un système est complexe, il intègre plus de composants qu'on est capable de vérifier individuellement, et il faut qu'à chaque étage, les pratiques s'améliorent. Or aujourd'hui, c'est en cours, mais on est encore loin d'un état satisfaisant. Et il y a évidemment toute la santé des projets eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a énormément de logiciels, et d'ailleurs pas que du logiciel open source, qui sont faits par 1 ou 2 personnes, et si cette personne se fait pirater, se fait acheter, se retrouve manipulée, eh bien c'est toute la chaîne elle-même qui peut être compromise. Par exemple, l'éditeur d'équations dans Microsoft Office, que Microsoft a supprimé, puisqu'ils n'avaient plus le code source, et il n'y avait plus personne chez eux qui était capable de rebuilder ce composant. Donc quand il y a une faille dedans, ils ont préféré le supprimer. Oui, et puis il faut imaginer chez les éditeurs logiciels le nombre de choses qui sont des rachats, issus de rachats, et où il n'y a plus les équipes de développeurs initiaux, et où les gens qui reprennent n'ont aucune compréhension de l'architecture logicielle qu'ils maintiennent. C'est extrêmement courant. Moi, je voulais juste intervenir pour un constat que je vous écoute depuis un moment. En fait, l'idée du logiciel open source, de ce que moi j'ai compris, c'est que c'était super parce que c'était auditable. Mais en fait, il y a pas de notion de responsabilité dans le système de l'open source. Et on voit bien que ce que vous dites à propos de ce logiciel Microsoft, Microsoft ils jettent l'éponge parce qu'ils veulent pas être responsables en cas de problème, parce que c'est une société solvable, qui est connue, qui suit les règles. C'est une vision sans doute un peu théorique des choses. Ma vision, moi de juriste... c'est pas ça. C'est juste qu'ils n'avaient pas les sources qu'ils ne pouvaient pas corriger. S'ils avaient eu les sources, ils auraient corrigé. Tu vois, dans le cas de l'éditeur d'équations. En fait, aujourd'hui, les éditeurs logiciels ont des licences. Ils sont dans le cas où on a une exclusion sur le vice caché qui est unique, dans le sens où si tu vends un vélo, les vis cachés, tu seras responsable si les gens se blessent avec. Si tu es éditeur logiciel, aujourd'hui, c'est pas le cas. Clairement, ça va pas durer éternellement. Et la notion de responsabilité, c'est avant tout un argument commercial. C'est you cannot be fired for choosing IBM, Microsoft ou whatever. C'est-à-dire, c'est l'argument de j'ai quelqu'un sur qui je peux rejeter le blâme. Mais en fait, en réalité, est-ce qu'il y a déjà eu des cas où ça a coûté cher à l'éditeur ? Moi, j'en connais pas. Et pour un éditeur logiciel comme pour un développeur open source, le plus gros enjeu, c'est la réputation. Le plus gros enjeu, c'est l'exclusion. Le plus gros enjeu, c'est ton travail ou le produit que tu produis
n'est plus acheté ou n'est plus utilisé. Mais aujourd'hui, la responsabilité, elle n'existe pas. Évidemment, si tu es un éditeur, tu vas mettre en œuvre des choses intéressantes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit que Microsoft, le développeur qui a détecté la backdoor, il travaille chez Microsoft. Et en fait, aujourd'hui, Microsoft, qui a beaucoup évolué par rapport à une position des années 2000, fait partie de l'écosystème logiciel libre. Ils utilisent du logiciel libre comme tout le monde. Et c'est un développeur chez eux qui, testant quelque chose et le constatant, parce qu'intégré dans l'écosystème, a été vertueux et a remonté aux différents mainteneurs qu'il y avait un problème. Donc, il n'y a plus une vraie séparation entre le libre et le privé. Le logiciel circule dans les deux sens et les acteurs circulent dans les deux sens. Et pour rebondir là-dessus, il y a eu assez un débat sur la manière de publier ce genre d'incident de sécurité. Typiquement, est-ce qu'il fallait un embargo? Est-ce qu'il fallait aller sur Mastodon, je crois, ou Twitter, comme l'a fait le développeur d'origine? Est-ce qu'il fallait assigner un CVE alors que c'était pas techniquement une faille? L'écosystème est un peu démuni par rapport à ce genre de backdoor qui sont pas des bonnes vieilles failles logicielles avec juste un bug dans le code et voilà quoi. Non, mais là, il fallait suivre les indications de l'attaquant qui a mis la backdoor, parce qu'il l'a mis lui-même dans un de ses commits. Il a dit si vous découvrez une vulnérabilité critique, surtout reportez-la en privé, ne la communiquez pas publiquement. Dans un de ses commits, il y a ça qui est marqué, c'est assez dingue. C'est quand même... C'est une prophétie autoréalisatrice. Il y a des vrais problèmes pour prendre en compte les backdoors. En fait, aujourd'hui, on est pas mal équipé pour prendre en compte des failles et pas tellement bien équipé pour prendre en compte des backdoors. Moi, ce que je vois quand même, c'est que ça a été pris en compte en quelques heures. En quelques jours, on avait des études approfondies de toute la chaîne de compromission, de toutes les actions qui avaient été faites et c'était un peu plus long, du reverse du binaire qui a été introduit, enfin la partie binaire de la charge active qui a été introduite, en particulier parce que tout était disponible, était sur la table. Donc je dirais que la partie logiciel libre a bien marché. Enfin, presque tout, puisqu'en fait, aujourd'hui, le repo est sur GitHub et qu'il a été take down par Microsoft. Alors, ils ont utilisé, je ne sais plus, le bouton DMCA ou quelque chose comme ça, mais aujourd'hui, tu ne peux plus récupérer le projet avec tout l'historique des commits. Il fallait en avoir une copie, il fallait en avoir fait une copie dans les premières heures après la découverte, quoi. Ok, alors pour ce cas précis, qu'est-ce qu'on peut prodiguer comme recommandation ? T'as les bonnes pratiques de base, entre guillemets, d'architecture, ou pour se prémunir de tout ce type d'attaque, mais pas que. C'est normalement quand tu as un serveur exposé, un service exposé sur Internet, il ne doit, entre guillemets, pas communiquer vers Internet. C'est-à-dire tu dois avoir des flux entrants qui sont filtrés par rapport à ce qu'il expose, mais lui-même ne doit pas sortir vers Internet. Alors si sur certains trucs spécifiques, son DNS, je sais pas, son DHCP, des choses comme ça, mais si besoin, mais pas sortir n'importe où sur Internet. Ce qui permet, ça ne bloque pas totalement, mais ça limite quand même un petit peu la portée de ce genre de problématique. De la même manière, exposer un service portail d'administration sur Internet, c'est pas forcément une bonne pratique, même si SSH, bon, c'est plutôt commun de l'exposer sur Internet. C'est vrai que filtrer les flux sortants, ça semble intéressant. C'est la base en général. Mais là, dans ce cas précis, par exemple, est-ce qu'une simple connexion à SSH ne permettait pas... Ah si, totalement. Là, en fait, tu activais la porte dérobée. Je ne sais pas traduire trigger en France, mais tu activais la porte dérobée en te connectant au service SSH dans un cas très particulier, puis tu pouvais passer tes commandes. Donc effectivement, mais potentiellement, ça permet quand même de limiter d'autres portes dérobées. Dans ce cas-là, ça limite pas trop, mais là, il faut plutôt juste pas exposer tes services d'administration sur Internet. Il faut passer par un VPN. Et qu'est-ce qu'on prendrait ? Est-ce qu'on prendrait pas... Non, je vais pas citer le nom de l'éditeur qui s'est pris un certain nombre de vulnérabilités depuis le début de l'année, mais non, ça pose un vrai problème parce qu'en fait, t'exposes pas ton service SSH ou ton RDP ou machin sur Internet ou ton portail d'admin, c'est très bien. Tu te mets derrière un VPN, mais les VPN aussi sont troués, donc ça pose aussi d'autres problèmes. Il faut sortir de la logique où il y a une mesure de sécurité qui est porteuse de toute la sécurité du système. OpenSSH, c'est un très très bon logiciel. Attends, la sécurité ne serait-elle pas... OpenSSH est un très bon logiciel. La sécurité, c'est pas une chaîne de mesures de sécurité dont le maillon le plus faible représente le niveau global de sécurité de toute la chaîne ? OpenSSH sur une VM, sur Internet, sur un hébergeur cloud. Bah oui. C'est un très bon logiciel, il est super audité, il y a eu très peu de failles dessus. C'est sans doute d'ailleurs pour ça qu'il y a besoin de le backdoorer, pour pouvoir l'outrepasser. Mais en fait, on ne peut pas compter sur le fait qu'il soit jamais défaillant. Et c'est la même chose pour n'importe quel pare-feu, n'importe quel VPN, n'importe quel logiciel. Et la seule solution efficace, c'est de minimiser l'exposition. C'est de se dire... J'ai du SSH sur mon serveur, ok, il est dans le cloud, il est déployé sur de l'IS.
Qu'est-ce que je peux faire pour que les accès ne puissent venir que des IP légitimes? Je peux faire du VPN, effectivement. Je peux faire des contrôles groupes qui vont dire il n'y a que les IP qui sont les IP sources d'administration qui ont le droit de se connecter dessus. Je peux utiliser le pare-feu du système, je peux utiliser un pare-feu en amont, je peux faire de la configuration dans le cloud pour en limiter l'exposition. Je peux faire de la traçabilité derrière. Alors là, en l'occurrence, ça serait probablement pas vu, mais remonter mes logs et lever une alerte à chaque fois qu'il y a une connexion SSH interactive sur un serveur parce que ça ne doit pas arriver toutes les 30 secondes non plus, sauf en période de maintenance. Et donc, j'ai de la sécurité aux surprises en profondeur, c'est-à-dire que j'ai diminué l'exposition de tout ce qui était par défaut, en particulier ce qui est utilisé pour l'administration. J'ai prévu le cas où j'ai un élément qui est défaillant, en fait tout s'écroule pas, tout n'est pas en clair, sans mot de passe ou avec des mots de passe triviaux. Et même dans le cas où j'ai un élément compromis, j'ai mis en place ce que recommandait Vlad, c'est-à-dire les accès depuis cet élément compromis sont limités. J'ai pas une espèce de DMZ password qui peut tout sortir vers Internet et qui en plus a accès pleinement à mon entreprise, et je suis capable de détecter qu'il y a un truc anormal qui se produit et je pourrais réagir. Et il faut vraiment qu'on sorte de la logique. Et tu fais de la veille. J'ai mis en place un truc, je suis à l'abri. Il faut qu'on rentre dans une logique médicale où on fait de la prévention au fur et à mesure, on fait de la médecine de proximité, on fait de la vaccination, et puis on a des mesures de confinement si jamais on a des épidémies. Et puis derrière, on va faire suivre nos machines malades et les isoler, les réintégrer et ainsi de suite. C'est tout. Et puis tu fais de la veille par rapport à l'actualité, toutes ces menaces, tous ces problèmes, et tu es capable d'avoir un processus qui, en cas de vulnérabilité, porte dérobée, etc., te permet de dérouler rapidement. Et j'ai un inventaire de mes machines, ce qui va me permettre de savoir sur lesquelles j'ai la vue. Et j'écoute nos limites sécu, ce qui permet de savoir qu'il y a un problème. Et bientôt, j'aurai un inventaire des dépendances. Et à terme, on peut espérer avoir un inventaire des dépendants. Et après la métaphore médicale, y a la métaphore juridique qui arrive, parce que vous avez évoqué le problème, mais c'est en train d'arriver. L'Union européenne, bien consciente des problèmes de supply chain attack, parce que quelque part c'est un peu ça quand même. Donc on a des développements tout à fait détaillés dans NIS 2, dans DORA, où on écrit que la supply chain attack est à prendre, enfin les problèmes d'approvisionnement logiciel, IT, sourcing, tout ça sont à prendre en considération. Donc déjà il va falloir l'écrire, donc ça va nous faire des contrats sympas, mais surtout, l'Union européenne, depuis 2022, a produit un projet de règlement qui s'appelle le Cyber Resilience Act, et alors on a beaucoup réduit au début ce projet, mais qui commence à être très abouti. Alors là, on nous l'annonce plutôt pour la fin de l'année 2024, parce qu'avec la législature de l'UE, les élections qui vont arriver, ça va un peu ralentir les projets, mais dans ce Cyber Resilience Act, il y a des dispositions expresses qui font porter la responsabilité de vuln, backdoor et tout ce que vous voulez par des éditeurs propriétaires, donc, mais qui embarquent de l'open source. Et à un moment, quand on va chercher qui est le responsable de la bibliothèque type XZ qui a été embarquée dans un produit qui est commercialisé à titre gratuit ou à titre onéreux, eh ben on va dire, vous, le professionnel qui avez embarqué une ou 127 librairies, parce que si j'ai bien compris quand même, quand les gens développent, on en met plutôt trop que pas assez, eh bien on va faire porter la responsabilité sur celui qui met sur le marché l'ensemble des bibliothèques, vérolées ou pas vérolées, qu'elles soient open source ou pas, mais à un moment, on va dire, c'est toi qui as commercialisé, donc c'est toi qui vas gérer ce problème de backdoor et de vulnérabilité. Et entre nous soit dit, d'ailleurs, dans la LPM 2023, la LPM française, il y a déjà exactement ce problème qui est adressé, alors au niveau franco-français, puisque la LPM, ça va quand même toucher que nous, mais là, l'Union européenne, d'ici la fin de l'année, on va avoir enfin la prise en compte de ce que moi je trouve sont des impératifs de qualité, de développement logiciel, et donc le régime de responsabilité qui va derrière. Cyber Resilience Act, ça nous arrive très bientôt. Ok, ça me semble être une bonne conclusion, mais peut-être que quelqu'un d'autre souhaitera porter le mot de la fin. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que cette faille a été évidemment publiée juste avant le week-end de Pâques, donc faire de la veille, c'est bien, mais avoir des équipes qui font de la réponse 24/7, c'est mieux. S'ils avaient attendu 24 heures de plus, ils sortaient le 1er avril. Un jeudi soir ou un vendredi. Ouais, ça aurait été une bonne blague. Mais ces incidents, ces problèmes, ça arrive toujours le jeudi ou le vendredi. Après 17h. Bon, eh bien, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Merci aux contributeurs et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.